D'accueillir à l'ELSUP ce soir un nouveau webinaire en format hybride, un webinaire qui réunit des intervenants et des participants à la fois ici en salle à l'ELSUP et puis à distance via l'application Zoom. Ce webinaire sera également accessible en replay dès la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube de l'ELSUP. On vous communiquera les liens à la fin de la présentation. Et nous vous proposons d'écouter ce soir les présentations du comité éditorial de la nouvelle collection Psychosociologie pendant environ 1 heure. Et nous terminerons ensuite environ pendant 30 minutes par des échanges et des questions qui pourront être posées à la fois par les participants présents ici et puis ceux à distance, dont les questions peuvent être posées à partir d'un petit bouton qui doit apparaître pour vous à distance en bas de votre écran et que Thomas Loisel, présent ici à l'écran, qui est responsable du Centre de ressources documentaires numériques de l'ELSUP, nous relaiera en temps voulu. Voilà, donc je vais présenter à présent Pascal Breugnot qui va prendre la parole pour faire une présentation un peu plus poussée de nos invités ce soir. Pascal Breugnot est directrice du pôle des formations supérieures et formations professionnelles à l'ELSUP et je vous souhaite un bon webinaire. Donc, merci à vous de vous être connectés à nous ce soir pour cette présentation. Avant de vous présenter nos intervenants, peut-être rappeler ces liens qui nous lient, ELSUP et quelques-uns des auteurs. On a un long parcours ensemble, des liens anciens de collaboration qui se sont tissés au fil du temps entre les auteurs et l'ELSUP dans le cadre de partenariats institutionnels, ELSUP et notamment à l'époque Université Paris-Nanterre, lien qui perdure encore actuellement avec d'autres intervenants, dans le cadre de la formation et avec une élaboration commune de projets. Ces liens se sont noués autour de la conception de projets de formation et d'intervention, conception fondée sur l'approche psychosociologique, une approche collaborative à l'écoute de la demande et de son analyse, qui ne se fonde pas exclusivement sur les dimensions individuelles, mais qui prend aussi en compte les dimensions institutionnelles, organisationnelles. Ces liens ont donné lieu à la mise en place de modules de formation, mais aussi à des interventions au sein des institutions, d'établissements, dans le cadre de groupes d'analyse de pratique, de régulation d'équipes en crise, d'accompagnement d'équipes en intra. Ils ont aussi donné lieu à des précédentes publications chez l'Harmattan qui datent depuis de nombreuses années, avec dans la collection Savoir et Formation, au départ avec Jackie Bayrou, puis avec Dominique Fablet, pour qui nous avons une grande pensée. Donc, un des points majeurs de ces ouvrages était bien de donner la place aux praticiens de terrain et des interventions. Donc, je vais vous présenter nos 5 intervenants. Merci à eux d'être parmi nous. Donc, en premier, Christian Michelot, psychosociologue, consultant intervenant depuis 35 ans, principalement en entreprise et dans le champ de l'action sociale, enseignant-chercheur à l'école centrale Supélec, titulaire d'une chaire pluridisciplinaire, psychosociologie, économie, génie civil, qui a travaillé sur les liens entre les efforts de prévention des risques professionnels et des performances des entreprises du BTP. Vous êtes membre du CIRFIP. En proximité avec vos pratiques de consultant et de formateur, vous poursuivez une ligne de recherche méthodologique portant sur l'étude et la résolution de problèmes et la recherche-action. Vous êtes auteur de nombreux articles, Demande, Kurt Lewin, La recherche-action, une co-construction des savoirs, Le discours de la méthode de Guy Palmade, Analyse des pratiques et études de problèmes, Invention de la créativité, l'action rationnelle, Actualité de la sociotechnique. Le deuxième invité, Jacques Binot, vous êtes psychosociologue, vous avez été assistant à l'Institut de psychologie et sciences sociales appliquées, l'IPSA à Angers, et cofondateur et co-gérant de la société Émanence à Angers. Vous êtes membre
de recherche interprofessionnelle sur le développement local, le GRIDEL, et membre du Centre international de recherche, formation et intervention psychosociologique, le CIRPI. Vous avez réalisé de nombreuses formations auprès de différents publics, mais aussi auprès d'élus locaux, conseils d'administration, d'associations, etc. Vous avez développé des recherches d'actions sur différents thèmes. J'en cite quelques-unes. Vous retrouverez les éléments sur les différents intervenants de manière plus précise sur les documents qui seront mis en ligne. Donc, des recherches actions sur, par exemple, l'identité professionnelle de l'infirmière, l'innovation dans les actions de santé, la conception de la santé chez les dirigeants d'entreprise, les nuisances sonores dues aux discothèques et aux bars de nuit dans une ville à Angers, le développement local, la création et le développement d'un pays rural, la gouvernance des structures de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes aussi auteur de nombreuses publications, Identité professionnelle de l'infirmière, le changement dans une entreprise de bâtiment de type familial, le psychosociologue aux prises avec la dimension économique, équipe et sport amateur, le psychosociologue et ses valeurs face à la décision. Notre troisième invité, Chantal Imbert, avec qui la collaboration dure, j'ai l'impression, depuis toujours. On s'est toujours connus depuis on arrivait à là-dessus. Psychosociologue clinicienne qui intervient donc depuis de nombreuses années dans le secteur social et médico-social comme éducatrice scolaire, formatrice dans un autre institut Buc Ressources, directrice adjointe de l'Andésie, un centre de formation de travail social et d'intervention, notamment en intra, chargée d'enseignement en sciences de l'éducation à Paris-Nanterre pendant une dizaine d'années. Vous êtes intervenue plus de 10 ans dans une formation qui nous tient à cœur à l'ETSUP, qui est la formation à la supervision et à l'analyse des pratiques, où elle animait le module groupe et inconscient. Intervient actuellement dans les établissements sociaux et médico-sociaux, dans le groupe de cadres d'analyse de pratiques, de régulation et d'accompagnement d'équipe. Vous avez publié plusieurs ouvrages coordonnés par Dominique Fablet dans la collection Savoir et formation concernant l'analyse de pratique, et vous avez vous-même coordonné 4 ouvrages dans cette même collection Savoir et formation: le projet en action sociale entre contraintes et créativité, les usagers de l'action sociale, sujets, clients, bénéficiaires, institutions et organisation de l'action sociale, crise, changement, innovation. Et en collaboration avec Jean Chamy, vous avez publié Dispositif d'analyse des pratiques et d'intervention, approche théorique et clinique du concept de dispositif. Notre 4e invité, Jean Chamy, psychosociologue, psychologue clinicien et enseignant. Vous intervenez depuis de nombreuses années au niveau des services publics, établissements de santé, institutions du secteur social, médico-social et auprès de cabinets de consultants, notamment dans la formation et la supervision, l'analyse des pratiques professionnelles, mais aussi dans la consultation et régulation d'équipes en situation de crise. Vous avez été chargé d'enseignement au département sciences de l'éducation de l'Université Paris-Nanterre et également à Sciences Po Paris. Vous avez publié de nombreux articles dans la collection coordonnée par Dominique Fablet également. On voit bien les liens qui se sont tissés au fil du temps dans la collection Savoir et formation concernant l'analyse des pratiques professionnelles. Vous avez vous-même coordonné 2 ouvrages dans cette collection chez l'Harmattan, Professionnels de santé et analyse des pratiques, avec Dominique Fablet, et le 2e, Dispositif d'analyse des pratiques et d'intervention, approche théorique et clinique du concept de dispositif, donc avec Chantal Imbert. Et une note de synthèse, l'analyse des pratiques professionnelles, quelques repères dans la revue Savoir. Notre 5e invité, Bernard Pueyo, psychosociologue, consultant, formateur, chercheur en sciences de l'éducation. Vous intervenez depuis de nombreuses années auprès d'équipes et d'organisations du secteur social et médico-social, notamment dans la formation, l'analyse de pratiques, mais aussi dans la consultation et régulation d'équipes.
Vous avez été chargé d'enseignement en psychologie sociale au sein de l'Université catholique de Lyon, en psychosociologie au sein de l'École santé sociale Sud-Est, en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez dirigé un département de formation au métier de la petite enfance et un pôle de formation au métier de la santé, du social et de l'éducatif. Articulant apports de recherche positiviste et clinique psychosociologique, vos travaux portent principalement sur deux axes, les enjeux du travail dans le champ de la petite enfance et les enjeux de la formation à l'intervention éducative. Vous avez publié plusieurs articles coordonnés dans les livres de Dominique Fablet, dans la collection Savoir et Formation, qui concernent notamment les enjeux psychosociologiques dans les équipes petite enfance et l'intérêt également d'une approche psychosociologique dans les formations aux métiers socio-éducatifs. Vous avez publié un autre ouvrage à l'Harmattan, Enseigner, former, intervenir dans le champ de la petite enfance. Je vais passer maintenant la parole à nos intervenants pour vous présenter ces collections et les ouvrages publiés. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'accueil que l'EDSUP nous réserve et en particulier merci à toi, Pascal. Et merci aussi à Aurélie et Thomas qui nous ont consacré aussi beaucoup de temps dans la préparation de cette séance. Nous allons donc vous présenter dans un premier temps la collection et puis ensuite un par un chacun des trois ouvrages que nous avons pu faire paraître, éditer cette année. Alors quelques mots d'abord sur la genèse de cette collection. Bon, vous l'avez entendu, nous sommes 5 psychosociologues. Et Pascal l'a noté, on entendait déjà un certain nombre d'éléments communs. Bon, on intervient éventuellement dans des champs différents, mais peut-être reprendre ce qui me semble important de dire que nous avons en commun. Nous avons en commun d'avoir toujours eu à cœur le partage de nos pratiques, leur mise en débat, les interrogations concernant les dispositifs en particulier que nous mettions en place, concernant la conduite des groupes d'analyse de pratiques dont nous avons encore d'ailleurs la charge, concernant toutes les interventions que nous pouvons mener dans les organisations ainsi que les accompagnements d'équipe. Mais nous avons toujours eu le souci de la transmission. Et c'est pourquoi nous sommes encore, certains d'entre nous, dans la formation, formateurs, ou aussi chargés d'enseignement, et on l'a entendu dans la présentation que tu as fait, chargés d'enseignement à l'université. Et puis, troisième point, et on l'a bien entendu dans ce que déjà tu nous as présenté, Pascal, tout ce qui fait aussi que nous avons publié, voire coordonné plusieurs ouvrages, mais toujours en lien avec les pratiques de psychosociologues, avec nos pratiques psychosociologiques. Et donc, en particulier, on l'a entendu, dans la collection Savoir et Formation, il y a quelques années, en particulier avec Dominique Fablet. C'est donc dans ce parcours que la création de la collection Psychosociologie s'inscrit. Nous allons voir voilà, son logo. Et c'est fin 2019 que notre groupe s'est constitué. Il s'est constitué à partir des différentes relations interindividuelles, à 2, à 3, que nous avons nouées tout au fur et à mesure de notre parcours professionnel, de nos rencontres, de nos engagements dans des associations. Le projet s'est concrétisé en mars 2020. Personne n'a oublié que c'est aussi la date du premier confinement qui, il faut bien le dire, nous a énormément servi parce que ça nous a permis d'avoir beaucoup de temps, d'une part, et de mettre en place les outils
en visio, les Zooms en particulier. Donc, nous avons consacré beaucoup de temps, parfois 2 heures par semaine, pendant plusieurs mois, pour approfondir, finaliser, affiner ce projet de collection. Et je dirais aussi que nous avons eu, grâce à ce temps, beaucoup de temps pour pouvoir construire notre groupe, qui était donc à l'origine constitué, qui n'existait pas à l'origine, qui était constitué juste de relations interindividuelles. Donc maintenant 1 an et demi que nous existons en tant que groupe, mais nous n'avons existé jusqu'à présent qu'en mode visio. On est un groupe Zoom. Et il faut vous dire que c'est la première fois qu'on se retrouve en vrai. On ne s'est jamais vu en vrai à 5 auparavant. Et sur le toit de Paris. Et sur le toit de Paris. Et en webinaire. Bernard. Oui, je vais poursuivre la collection donc, qui est récente. Véritablement, les ouvrages ont été publiés sur l'année 2020-2021. Et c'était aussi, ça nous semblait correspondre à un besoin, puisque dans les plus de 1000 collections qui existent à l'Harmattan, aucune collection n'était consacrée à la psychosociologie. Et donc, on s'est dit qu'il y avait effectivement un besoin. Deuxième besoin, c'est que il nous semblait important aussi d'ouvrir un espace pour que des professionnels puissent témoigner, élaborer leurs pratiques. Cet espace, nous, on l'avait connu effectivement dans l'accompagnement qu'on avait eu avec Dominique Fablé, mais il nous semblait important qu'il continue à exister. Et cette collection, elle nous permettait aussi, je dirais, d'affirmer quelque chose autour de, vous l'avez vu peut-être dans le logo, avec ce S, entre parenthèses, qui a sorti au mot psychosociologie, c'était qu'on voulait effectivement permettre que s'expriment dans cette collection différentes démarches psychosociologiques, différentes pratiques, différentes, je dirais, lignes théoriques qui puissent s'articuler et trouver une expression. Dernière chose, c'est à toi de le dire, Jacques. De prendre la suite. Oui. J'ai raccourci un petit peu. En fait, ce que nous avons souhaité aussi entre nous, c'est de faire un groupe. C'est-à-dire de fonctionner selon les habitudes et les pratiques de la psychosociologie. Autrement dit, de faire groupe vraiment dans notre fonctionnement, dans notre relation, dans notre production, et pas simplement une bande, un gang de partenaires qui veulent faire un coup. Je crois que c'est important parce que on a fonctionné comme ça depuis le début, avec une certaine rigueur, d'ailleurs, peut-être avec le fait du confinement et qu'on était à distance les uns des autres, ça nous a permis, paradoxalement, d'avoir une certaine rigueur dans notre fonctionnement de groupe. Alors, cette collection, elle est, je crois, par rapport aux attentes que nous formulons, par rapport aux auteurs que nous souhaiterions aider à publier, nous sommes dans l'attente d'auteurs qui pourraient nous proposer des textes à la fois d'expérience, de compte-rendu d'intervention, de compte-rendu de consultation sociale, aussi des textes théoriques, d'élaboration théorique, des textes éventuellement de reprise historique des courants psychosociologiques. Et à ce niveau-là, on pourrait dire que nos attentes, elles sont assez illustrées par les 3 ouvrages que nous avons commencé à publier et qu'on va vous présenter, c'est-à-dire à la fois un ouvrage de reprise historique sur la figure de Jean Dubost, qui représente un grand courant auquel nous avons été sensibles dans notre groupe, un ouvrage sur la recherche-action avec vraiment un compte-rendu d'expérience sur 40 ans,
et puis un ouvrage plutôt méthodologique et théorique sur l'étude de problèmes. Donc, je crois que c'est une collection qu'on souhaiterait ouverte aux praticiens, bien sûr, mais sachant que dans ce couplage aussi auquel nous avons été très sensibles avec l'université, la recherche universitaire, nous avons souhaité faire vraiment une collaboration couplée où il n'y a pas de partenaire dominant entre les théoriciens et les praticiens. Et donc, nous pensons que les praticiens sont souvent des praticiens réflexifs, parfois même hyper réflexifs, et que c'est très important de leur laisser cette possibilité de publier en accord ou à côté de publications universitaires. Le premier ouvrage que nous avons publié et qui nous a demandé beaucoup d'énergie, tous les 5, c'est cet ouvrage sur Jean Dubost, que maintenant Christian va vous présenter et va nous en parler un peu plus en détail de cet ouvrage. Alors, premier ouvrage d'une collection traduit les intentions de cette collection. Alors, je crois que c'est le cas pour celui-ci, qui est donc un ouvrage consacré à l'une des grandes figures fondatrices de la psychosociologie française, en tout cas, et qui, par ses travaux, a développé une conception de la psychosociologie qui est pas seulement une discipline qui prendra sa place parmi le champ des disciplines académiques, mais d'abord comme un ensemble de pratiques. Un ensemble de pratiques d'intervention, de consultation, de formation, d'études. Et c'est d'abord comme tel que Dubost a conçu la psychosociologie, mais des pratiques qui ont cette particularité de répondre à des demandes, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans les problèmes que les personnes avec lesquelles travaillent les consultants, avec lesquelles travaillent les psychosociologues, les problèmes qu'ils rencontrent, et les efforts, les tentatives de résoudre ces problèmes. Donc, c'est un ouvrage qui correspond à l'intention de cette collection, avec cette idée que les pratiques, elles sont porteuses aussi potentiellement de connaissances. C'est-à-dire que lorsqu'on fait, il y a un travail de collaboration qui s'installe avec des gens qui essaient de transformer les situations, eh bien, on peut en tirer des connaissances auxquelles on n'a pas accès par les moyens habituels de la recherche. Donc, il y a cette idée, qui est vraiment, je pense, l'apport original, l'un des apports majeurs de Jean Dubost, c'est de coupler intervention et recherche-action. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc, qui est Jean Dubost? Évidemment, beaucoup d'entre nous l'ont connu, l'ont bien connu. C'était un collègue, un ami pour certains d'entre nous, en tout cas un étudiant, enseignant. C'était le cas pour moi. Jean Dubost a été mon enseignant. J'ai aussi fait ma thèse avec lui. Quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. C'est une des grandes figures de la psychosociologie, mais avec d'autres. C'est-à-dire que d'emblée, la psychosociologie, c'était une aventure collective. C'est-à-dire qu'il y a eu, avec Dubost, eh bien, Henriquez, on en parlait tout à l'heure, Lévy, Maisonneuve, Rouchy, Hauss-Michel et Guy Palmade, qui était quelqu'un de très important pour Jean Dubost, à propos du deuxième ouvrage que je présente tout à l'heure. Donc, une aventure collective où, après-guerre, ces psychosociologues ont inventé frayé de nouvelles voies à la connaissance. Alors, pour Dubost, ce qui l'a beaucoup intéressé, c'est, peut-être que Joël Border en parlera tout à l'heure, le rapport communauté-société. À la suite des travaux de Tonise, en les reprenant de façon tout à fait différente. Et puis, une grande invention qui est, cet ensemble de psychosociologues a fait inaugurer des pratiques nouvelles, en particulier des pratiques de formation. D'abord, à EDF-GDF, enfin, puisqu'il y a eu au début des années 50, fin des années 40, début des années 50, une mission qui s'est appelée mission psychosociologique, qui a beaucoup marqué cette entreprise. Et au-delà de cette entreprise, parce qu'il y a eu invention de nouvelles formes de formation qui associaient à la fois les apprentissages, l'évolution personnelle et la recherche.
Et Dubost a participé à ces formations pendant 20 ans. Il a contribué avec Guy Palmade à former les cadres d'EDF, GDF à l'époque, qui était la toute nouvelle entreprise nationalisée. Et ces nouvelles formes de formation concernaient 35 000 cadres, je crois, de l'entreprise, enfin, c'est pas rien. Elles ont été ensuite transposées à l'université, où Dubost a enseigné, je ne sais pas si c'est le terme qui convient le mieux, mais en tout cas, il a été enseignant à l'université pendant une vingtaine d'années, d'abord à Dauphine, ensuite à Nanterre, et je pense que Daniel en parlera de. Donc, c'est quelqu'un qui a inauguré des nouvelles pratiques sociales de formation, mais surtout sa création, je crois, c'est l'intervention psychosociologique. Et l'intervention psychosociologique, ça s'est fait à des moments, alors on aura un petit clip tout à l'heure pour en parler, mais principalement en 1955, 56, 57, à l'occasion d'une première grande intervention, Serponçon, je ne sais pas si c'est dans les Hautes-Alpes, c'est un village qui a été, Serponçon est un barrage, et pour construire ce barrage, eh bien, il a fallu inonder un village, plusieurs villages avec des hameaux, des terres agricoles. Et Dubost a été missionné par la direction de l'équipement d'EDF, ou plutôt c'est lui qui a proposé de se missionner lui-même d'ailleurs. Et il a partagé la vie des habitants, des villageois, pendant plusieurs années. Et à cette occasion-là, je ne peux pas présenter ça dans le détail, mais il a inventé une nouvelle pratique qu'on appelle l'intervention psychosociologique, qu'il a ensuite expérimentée au sein des directions d'équipement d'EDF, cette fois-ci en intra-organisation et non plus en milieu ouvert. Une intervention qui a, alors c'est la particularité des travaux du Dubost, qui a produit non seulement une diminution des accidents de travail, c'était centré sur l'accidentologie, mais qui a produit des connaissances nouvelles sur les aspects psychiques et relationnels des accidents de travail bien avant les travaux de Christophe Dejour, que sans doute certains connaissent. Donc, intervention, recherche-action. L'intervention produit des connaissances. Voilà pourquoi ça répond tout à fait à l'intention de notre ouvrage, c'est-à-dire que nous faisons pari que dans la littérature grise des praticiens, il y a énormément de choses à faire valoir et à faire auxquelles donner un débouché, un petit peu d'idée. Le livre lui-même donc réunit les contributions d'une quinzaine de personnes, une quinzaine de contributeurs, qui ont, pour certains, connu Jean Dubost, mais pas tous. Il a été précédé d'une journée d'hommage que le circuit de l'association, dont on a parlé tout à l'heure, avait organisée en 2018, qui était une journée d'hommage à la suite du décès de Jean Dubost. Mais ce livre n'est pas un livre d'hommage. Enfin, l'enjeu, ce n'est pas bien sûr, c'est une forme de reconnaissance, mais l'enjeu est surtout de faire connaître Jean Dubost à ceux qui ne le connaissent pas, et de faire valoir en quoi il a de l'actualité aujourd'hui. Donc, on s'est centré là-dessus, et avec alors, une première partie, je présente brièvement l'organisation de l'ouvrage, une première partie qu'on appelait L'homme et son parcours, c'est pas très original, mais enfin, il y a une notice biographique et des repères biographiques à la suite desquels il y a 2 entretiens. Un entretien que Jacques Binot a mené avec André Lévy, qui était son collègue et ami de longue date. Un autre entretien que Chantal Imbert a mené avec Jean-Marc Huguet et Philippe Alouis, qui comptait ses collègues à EDF. Donc, on trouvera, je pense assez intéressant, assez original dans ces entretiens. Et puis une deuxième partie qui reprend les principaux apports de Jean Dubost, avec en commençant par clinique et pédagogie. Donc avec plusieurs contributions de Jean Chamy, une contribution de Daniel Lance, une contribution de Chantal Imbert, qui sont des témoignages, mais le témoignage, d'ailleurs, comme tu le dis, Jean, est aussi un mode de communication d'une plénitude de sens, c'est une très belle formule, je trouve, au-delà de simplement de l'analyse. Et parmi les transmissions de Dubost, il y a aussi, lui-même aimait évoluer. Il a raconté Serponçon de très nombreuses fois, et c'est comme ça, d'une certaine façon, qu'il nous a transmis une certaine posture. Donc, c'est fait de témoignages, mais des témoignages qui donnent à penser sur cette posture psychosociologique. Une deuxième partie, enfin la première, cette partie sur clinique et psychosociologie, Daniela, ça dira quelques mots
peut-être tout à l'heure, hein, bien, se termine par une petite séquence d'un film qui a été réalisé en 2012 par Philippe Alouis et Paul Main, dont on présentera un extrait tout à l'heure sur le rapport de Dubos à l'université. Deuxième partie s'appelle Intervention psychosociologique et recherche-action, avec un témoignage raisonné de Florence Walid, qui est une consultante psychosociologue ici présente, qui a beaucoup travaillé en milieu hospitalier et qui a demandé la supervision de Jean Dubost, qui témoigne dans cet article de cette supervision de plusieurs années d'intervention psychosociologique à l'hôpital. Quant à moi, j'ai fait un petit papier sur intervention, recherche, action psychosociologique. En fait, c'est 3 syntagmes que Dubost a beaucoup utilisés, et ce qui m'a intéressé, c'est le trait d'union. C'est-à-dire que le trait d'union, ça unit, mais en même temps, ça distingue. Et Dubost, je pense, a beaucoup travaillé cette question de trait d'union entre la psychosociologie, la recherche et l'action, l'intervention et la consultation. Donc, dans cette tension entre des 2 pôles, en quelque sorte. Hein, et ça me paraissait intéressant de travailler cette question. Ensuite, on passe à l'intervention en milieu ouvert et territoire, et c'est Joël Bordel qui a coordonné, on peut dire, hein, les contributions de 5 psychosociologues qui, alors c'est intéressant parce qu'ils sont de pays différents, Brésil, Liban, Italie, France, et de générations différentes, y compris le témoignage de Giuseppe Carollo, qui n'a pas connu Jean Dubost, hein, mais dont tu nous en parleras sans doute un petit peu tout à l'heure. Voilà, le livre se termine par 2 bibliographies. Alors, une première bibliographie qui a été faite par Jean Dubost lui-même, qui a rassemblé une quarantaine d'ouvrages pour les psychosociologues du XXIe siècle. C'est ce qui nous adresse. Il y a des surprises dans cette bibliographie. Et puis, un travail magnifique que Chantal et Bernard ont fait d'une bibliographie qu'on espère exhaustive des publications de Jean Dubost, de la première en 1948 à la dernière en 2012. Ça représente, je ne sais pas combien de pages, enfin, grande diversité. Voilà. Alors, peut-être dans Daniel, puis Florence, je vais dire quelques mots. Merci Christian de me donner la possibilité de présenter le texte que j'ai écrit dans le livre que j'ai intitulé « Former et transmettre dans une orientation clinique et psychosociologique ». Alors, avant de rencontrer Jean Dubost, lors de ma formation au TESS, Conseil et formation psychosociologique, c'était en 1988 et 1989. J'étais professeur d'éducation physique et sportive et je m'interrogeais beaucoup sur la manière de conduire des groupes dans le cadre de mon enseignement. J'avais suivi de nombreux cours à l'université et le savoir, ce que je vivais dans ces cours à l'université avant la rencontre de Jean Dubost, le savoir était transmis en extériorité. Et de façon magistrale, le professeur parlait, répondait aux questions des étudiants et les étudiants notaient. J'étais très surprise de vivre l'animation de Jean Dubost vraiment d'une autre façon. Et donc, pour le texte écrit dans ce livre, j'ai choisi de témoigner de mes souvenirs d'étudiante au moment du DESS, mais bien sûr reconstruit un peu aujourd'hui, puisqu'il s'est passé quand même beaucoup de temps. Donc, de témoigner de mes souvenirs d'étudiante et de traduire ce que j'ai perçu à cette époque, de cette posture pédagogique, clinique et psychosociologique. Et je l'ai approfondi à partir de 5 traits fondamentaux. D'abord, une pédagogie qui émancipe et qui vise des transformations liées au rapport au savoir. Ensuite, un autre trait de cette pédagogie qui était pour moi très important, qui était ce dispositif, comment ce dispositif était pensé par ce directeur de formation pour soutenir un travail groupal. Qu'est-ce que c'était faire groupe à ce moment-là, en effet. Une posture dont il témoignait qui était une posture de distanciation, une posture aussi riche en mouvements transférentiels et une ouverture à des références théoriques plurielles. Ces traits, j'ai un peu dessiné, j'ai cherché à les approfondir dans le texte que j'ai écrit.
Et plus tard, après mon DESS, je crois que j'ai soutenu ma thèse avec Jean Dubost et j'ai cherché à vraiment, non pas imiter la posture telle que je me la représentais, celle de Jean Dubost, telle que je la percevais subjectivement, mais à construire la mienne et à l'habiter, bien sûr, dans toutes les activités qui ont été extérieures et qui ont été des activités d'enseignement à l'université. Je n'ai pu enseigner de la même façon, et puis des activités de formation et d'intervention, notamment avec des professeurs et d'intervention auprès de lycées et collèges. Voilà, donc cet article essaye d'approfondir cette posture pédagogique, clinique et psychosociale. Merci Daniel. On parle de Jean Dubost depuis déjà une dizaine de minutes, ça serait peut-être bien de le voir. Je ne sais pas si on peut projeter un petit clip sur Dubost et son rapport à l'université maintenant. Peut-être, Jean, pourrait-on maintenant, après avoir parlé du GLP, évoquer la présence de la psychosociologie en fac? Et des disciplines comme la sociologie ou la psychologie ont toujours eu peur que la psychosociologie se fasse son trou et qu'elle leur bouffe une partie de leur revenu habituel. Et ça, c'était pas complètement faux. Voilà. Alors moi, je m'en fous. Ça veut dire que j'ai jamais voulu me bagarrer à ce niveau-là parce que tu perds ton temps dans des histoires administratives qui n'en finissent plus et tu travailles plus. Tu travailles plus sur ce que tu as choisi d'étudier. Bon, et moi, ce qui m'a frappé à Nanterre, par exemple, c'est que dès que les expérimentalistes ont réussi avec des moyens qui ne sont pas très honnêtes, d'expédier dehors tout ce qui était clinique au profit de ce qui était purement expérimental. Alors ça changeait complètement la fonction du DESS psychosociologie, intervention psychosociologique, intervention et formation et recherche psychosociologique. Bon. Ce qui m'a épaté et fait plaisir, c'est que dès que il y a eu ce coup des expérimentalistes, oui, aussitôt les sciences de l'éducation ont récupéré les chercheurs, les enseignants, et c'est eux qui assument maintenant la direction de la psychosociologie là-bas. Mais ça s'appelle sciences de l'éducation, ça ne s'appelle pas psychosociologie. Parce que, bon, alors, moi ça m'est égal que ça ait changé de nom, étant donné que ça existe toujours. Après Dubost. Ouais, c'est particulier de prendre la parole en voyant Jean comme ça à l'écran de façon si présente, si vivante. Et c'est vrai que ça m'émeut beaucoup. Et pour le coup, ça me donne envie de parler autrement de ce que j'ai écrit ou du travail que j'ai fait avec Jean par rapport à ce que j'avais prévu. En fait, en entendant Daniel, je me suis dit, et moi, comment j'ai rencontré Jean? Et ça m'est revenu. Et j'ai rencontré Jean lors d'une intervention à EDF autour de la fermeture d'une centrale nucléaire où on était vraiment en difficulté. On était 3 collègues, un de l'interne et puis 2 de l'externe, un collègue à moi et moi, Bertrand Giraud et moi. Et on était vraiment en difficulté face aux émotions qui étaient suscitées par cette fermeture et difficulté de l'encadrement à vivre ce moment particulier d'une fermeture d'usine qui devait par ailleurs continuer sans produire à vivre pendant une 30aine d'années. Donc il y avait là quelque chose de noué, très, très, très douloureux. C'est comme ça qu'on a fait appel à Jean, qui travaillait pour EDF et qui nous a vraiment aidés à ce moment-là. Alors à partir de cette rencontre, il a été mon superviseur pendant une bonne quinzaine d'années, en individuel et en collectif avec mes collègues de Singulier Pluriel quand on a créé cette structure.
Et dans l'article, je parle essentiellement de son accompagnement auprès de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Mais en fait, il nous a accompagnés à EDF, à la SNCF, dans les grandes organisations auprès desquelles on travaillait à ce moment-là. Alors, j'ai essayé de dire à la fois ce que cette expérience de supervision m'avait apporté dans l'intervention, mais aussi a posteriori le fait même de la supervision, ce que ça m'a apporté personnellement. C'est-à-dire qu'en fait, en travaillant avec Jean, j'ai pu changer de posture. Et changer de posture 2 fois. D'abord de formatrice à consultante, en découvrant l'intervention avec un accompagnement sur l'intervention, et ensuite consultante en analyse de pratique et en supervision, ce que je fais depuis maintenant plusieurs années. Parce qu'avec l'expérience, j'ai lâché la formation et j'ai développé de la supervision et de l'analyse de pratique. Donc en fait, c'est ces 2 articulations, 2 niveaux de changement de posture que je lui dois complètement, parce que franchement, c'était très, très précieux. Alors, il nous a permis d'expérimenter des méthodologies d'intervention, c'est-à-dire, en fait, surtout de permettre aux acteurs de produire eux-mêmes des analyses et d'accompagner ces acteurs dans la production d'analyses. C'est essayer de saisir la complexité des différents registres sans précatégoriser les problèmes, qu'il s'agisse de techniques, d'économique, de social, de psychisme, de saisir tous ces différents registres. Reconnaître l'importance d'un travail qui accorde une place à l'émotionnel autant qu'au rationnel. Et ça, c'est vraiment très important et ça a été un point d'ancrage pour moi. En fait, c'est d'appréhender les organisations comme un système social avec des problèmes à résoudre, donc des rapports de force, et sans évacuer ce qui est dans le champ de l'affectif ou du socio-affectif. Progressivement, ce travail avec Jean a permis une appropriation d'une posture entre distanciation et implication. C'est un espace dans lequel, et là on est dans le champ de la supervision, un espace dans lequel on questionne le sens, on s'interroge sur ses sentiments, on passe beaucoup de temps à faire des allers-retours entre la réflexion et l'action, et où on éprouve ses émotions. Et ce que j'ai beaucoup appris, c'est des autorisations de Jean. C'était une personne qui vous autorisait à faire des choses, à dire des choses, autorisait à penser déjà, à prendre le temps de penser, à oser résister aux préjugés, aux normes, penser par soi-même. Ça, c'était vraiment, vraiment important. Une deuxième autorisation, c'était celle de dire, oser dire et pour ça, construire à l'intérieur de soi un cadre interne, une espèce de force intérieure qui permet d'exprimer ce qu'on pense et de dire avec ses propres mots ce qu'on a envie de dire. Et puis surtout, oser écrire, parce qu'après chaque rencontre, il nous demandait, après chaque intervention à l'hôpital ou ailleurs, il nous demandait de décrire les faits, de les analyser et de nommer les ressentis, les impressions qui nous avaient traversés dans ce travail. Et ça, c'était vraiment important parce que c'est à partir de là qu'on arrivait en supervision avec lui et qu'on travaillait. En fait, c'est un travail qui est une pièce maîtresse de la professionnalisation d'un consultant psychosociologue. Ça permet de produire et de capitaliser des savoirs, d'enrichir les savoir-faire que tout le monde a et qu'on a tous forcément. Et puis, ça relève surtout d'une démarche de théorisation de sa pratique. Et tout ça, franchement, c'est ce qui nous a apporté, c'est ce qui nous a donné. Et je suis très, très émue de le dire même, parce que en le voyant à l'écran, ça remue énormément de choses, de souvenirs, d'émotions, ça le rend très présent. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Joël? D'accord. Écoutez, merci. Franchement, c'est vrai que c'est un honneur et une émotion d'être avec vous, en fait, parce que je retrouve quelque chose de Jean, c'est quelque chose de la résonance entre nous. Ce que disait Chantal sur le groupe. Cette façon, j'allais dire, de faire que chacun existe comme sujet au plus près de lui-même dans la relation avec les autres.
Moi, les cours de Dubost, alors là, franchement, c'était quelque chose, je ne peux pas oublier cette écoute qu'il avait. Et puis à la fin du cours, comment il redonnait le sens de ce qu'il avait pu se travailler. C'était vraiment, pour moi, c'est ça une écoute clinique, en fait. Et je pense que là, il y a quelque chose qui circule aussi ce soir, qui est pour moi très proche de Jean. Et je vous remercie beaucoup parce qu'on en a besoin aujourd'hui, Jean. C'est pas facile. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est quelque chose qu'a dit Christian, parce que je crois que cette histoire de Serre-Ponçon, c'est comme une narration. C'est-à-dire, en fait, chacun est habité par Serre-Ponçon, pas de la même façon. Et en fait, c'est un grand conteur. C'est-à-dire qu'avec Serre-Ponçon, on s'est tous appropriés, identifiés, situés, et situés aussi dans quelque chose d'une position éthique. C'est-à-dire aussi, être psychosociologue, c'est tenir quelque chose. Il n'aimait pas la posture. Je me rappelle avoir discuté de ça avec lui. Mais par contre, être debout, être présent, être là aux choses et aux gens, c'est certainement une dimension importante. Et dans le milieu ouvert, moi, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup marqué, parce qu'à l'époque, je travaillais dans les quartiers populaires, moi, je travaillais longtemps au CMEA, j'arrive au DESS de psychosociaux, j'avais fait les premières opérations de prévention dans les quartiers, j'avais plongé à fond là-dedans. Bon. Et tout d'un coup, je vois ce monsieur qui va à Serre-Ponçon, qui va vivre là-bas, qui partage la vie des paysans, qui prend le risque de la crise. Parce que quand même, faire accepter aux paysans de noyer leur maison là, pour le barrage de l'EDF, il faut quand même le faire, quoi, en termes de processus transférentiel, il faut quand même le vivre, quoi. Et c'était drôle de l'entendre, comment il allait boire des coups avec les paysans et tout ça. Il fallait voir. Et moi, j'ai appris vraiment avec Jean, en fait, l'immersion en milieu ouvert. Et la question de l'anthropologie du milieu ouvert. Donc, quand moi, après, j'ai été adoptée par un groupe de jeunes dans une cité, là, heureusement que j'allais voir Jean. Hein. Je peux vous dire que heureusement que j'allais voir Jean assez souvent, hein, parce que c'était quand même pas si simple. Et il y avait cette question chez Jean que j'aimais beaucoup, c'est de la pluridisciplinarité. C'est-à-dire, en fait, on avait sous les pieds de quoi travailler. On parlait d'Hannah Arendt, mais on parlait aussi de l'anthropologie, on parlait de la psychanalyse, on parlait… Et cette question, moi, je pense que ça, c'est au cœur pour moi du travail de l'intervention, c'est que je ne tiendrai pas les défis aujourd'hui de traverser cette crise qu'il faut traverser, par exemple dans les quartiers aujourd'hui avec les jeunes, les habitants, si de fait, on n'avait pas sous les pieds une capacité d'étayage. Et cet étayage, j'allais dire que de sentir que de fait, on s'inscrit dans une histoire et qu'on a une pluridisciplinarité sous les pieds, ça, c'est vraiment le travail de la psychosociologie. Donc, c'est comment on circule, en fait, on s'autorise, comme disait, à penser et aussi à circuler dans toute cette culture des sciences humaines parce qu'on en a besoin, en fait, pour intervenir. Donc, c'est vrai que quand on m'a proposé d'écrire cet article, bon, c'est toujours un peu émouvant, mais moi, je ne sais pas tellement vivre toute seule, ni travailler toute seule. Alors, je me suis dit, attends, on va appeler les copains, là, parce que je ne suis pas toute seule à faire de l'intervention en milieu ouvert. Mais pas du tout. Et j'avais mis en place un groupe de travail au sein du CIRFIP de transmission sur qu'est-ce que c'est le milieu ouvert. L'intervention au milieu ouvert. En fait, on s'était raconté nos vies sur pourquoi on avait fait du milieu ouvert. Et ce que c'était pour nous, cette notion de milieu ouvert. Et je me suis dit, mais moi, dans un article comme ça, dans un livre par rapport à Jean Dubost, ben, j'ai envie, en fait, qu'il y ait aussi ces témoignages. Et ces témoignages de différents pays, de gens qui, de fait, se sont inspirés. Et j'aime beaucoup le mot d'inspiration pour Jean Dubost. Il nous a inspirés. Et voilà, l'inspiration, c'est une autorisation à la créativité et c'est une autorisation à l'invention. Et c'est vrai que d'avoir pu faire que Teresa Carretero, elle écrive sur l'intervention dans les favelas au Brésil, que effectivement Antoine Cattard écrive sur ce qu'il a vécu au Liban, ce que ça représente pour lui l'intervention en France, que Bernard Champagne est quand même quelqu'un qui est un grand militant aussi de toute la question sociale, comment il est devenu aussi psychosociologue, comment effectivement José Carolo, que j'ai connu quand il avait 25 ans, est un psychosociologue aujourd'hui en Italie, qui intervient en Sardaigne, et voilà, et comment on s'inspire les uns les autres. Alors, bon, moi j'ai coordonné ce chapitre-là, et j'espère vraiment qu'il sera une autorisation pour des gens qui ont envie de se dire, ben, on va au charbon. Alors, une dernière idée, c'est qu'en ce moment, ce qu'on vit, c'est quand même pas simple. On est quand même dans un moment politique particulièrement coriace. C'est quand même la première fois dans mes travaux que des gamines d'origine sénégalaise me disent « Mais madame, est-ce qu'il va falloir changer de prénom? Est-ce que mon deuxième prénom, Nora, ça va aller ?»
C'est-à-dire qu'on est quand même dans un moment critique politique, parce que c'est pas rien ce qui arrive là avec le phénomène de Zemmour là, et ça a des effets tout de suite. J'allais dire pour les gens qui sont désignés en fait dans cette affaire-là. Et ben, le travail de Jean sur le rapport communauté-société, tout ce qui est effectivement de comment on travaille les mots, comment on met en défaut. Hier soir, je faisais une conférence à Chalon-sur-Marne là, où il y a un maire qui a écrit des trucs incroyables parce que comment on travaille les mots. Qu'est-ce qu'on propose par rapport à communautarisme? Voilà. Donc, tout ce travail sur communauté-société, c'est aujourd'hui extrêmement d'actualité et je pense que la pensée de Jean, au-delà de la posture, nous habite. Est-ce qu'on présente les 2 minutes? Oui, alors, peut-être pour conclure, ouais. Les 2 minutes où on retrouve Jean Dubost présentant justement la rencontre, les rencontres à Sorbonne. Arrivé là-bas, j'avais ouvert une permanence pour que les gens puissent me rencontrer s'ils voulaient me rencontrer. Il n'y venait pratiquement personne. Et j'avais prévu aussi que ce soit moi qui, l'après-midi, me déplace d'une maison à l'autre pour interviewer les gens qui les habitaient. Ils m'ont pris d'abord pour un espion d'EDF. Et les circonstances que je ne raconterai pas, ça serait trop long, leur ont démontré que ce n'était pas vrai, que je n'étais pas l'espion d'EDF. Et que je répétais pas à EDF ce qui pouvait servir les intérêts d'EDF aux dépens des intérêts des expropriés. Donc, ils ont eu confiance en moi. Ils venaient pas me voir dans le bureau qu'EDF m'avait octroyé, mais ils venaient me voir en tant que personne, si tu veux. Et alors, le matin, je partais vers 8h, 8h30, il y avait 2 kilomètres à peu près entre ma maison et le bureau. Et ce temps-là était occupé toute la matinée, jusqu'à l'heure du déjeuner, par les gens qui m'attendaient derrière un arbre. Sur mon itinéraire, il y avait des arbres, forcément, et ils savaient que là, ils pouvaient sortir de derrière l'arbre au moment où j'arrivais pour me demander un entretien. Et je parlais avec eux le temps qu'ils voulaient. Et puis, c'était généralement parce qu'ils avaient des problèmes et qu'ils ne savaient pas comment les résoudre. Et alors, ce que j'ai découvert, c'est que ce qu'ils me demandaient, c'était quelque chose que ne faisaient jamais avec eux les messieurs des villes. Et pour une fois, il y en avait un qui les écoutait. Voilà. Et c'est ça qu'ils voulaient, qu'on les écoute. Parce que en parlant à quelqu'un qui les écoutait bien, ils finissaient par progresser dans la manière, dans ce qu'ils pensaient. Ils ont découvert ça, si tu veux, tout seuls. Moi, je ne faisais pas de propagande pour qu'ils viennent me voir, mais j'étais content, malgré tout, d'avoir le sentiment d'être utile, si tu veux. Avant tout, je suis très heureux de vous transmettre le bonjour d'Eugène Henriquez, qui ne peut pas être là dans la salle, mais qui est de tout cœur avec nous. Et je suis très heureux aussi de présenter cet ouvrage, Psychosociologie et recherche-action, dont le sous-titre et le titre initial qu'on avait donné dans le groupe « Histoire d'un groupe improbable ». Vous l'avez évoqué dans votre présentation, tellement improbable, mais 40 ans après, il existe toujours. Je voudrais donner quelques points de repère sur son existence, sur son parcours, quelques étapes de cet ouvrage qui n'aurait jamais vu le jour si je n'avais pas été sollicité pour faire partie du comité de rédaction de psychosociologie. Ça, c'est certain, il n'aurait pas vu le jour. Et si on n'avait pas eu non plus ces confinements qui nous ont permis de passer de l'oral à écrit, voilà. C'est un groupe improbable à plusieurs titres. Et d'abord, en lien avec sa naissance, parce que en mars 1980, quand avec François Maignan, le collègue qui est décédé en 2010, on a pris cette initiative de lancer
une recherche sur le milieu infirmier, eh bien, on avait deux postulats pour commencer à travailler. Le premier, c'était de faire une recherche en groupe avec les étudiants de fin d'études. Et le second, dans la recherche-action, eh bien, c'était d'associer le public sur lequel on voulait travailler, les infirmières. On a donc convoqué à une journée d'études les infirmières qu'on connaissait dans les Pays de la Loire, parce qu'à l'époque, on intervenait dans les écoles de cadres infirmiers que beaucoup connaissent, et on était frappé par les différences notables qu'il y avait entre les futurs enseignants et les futurs surveillants. Et puis, on était frappé par le fait que ce diplôme d'État qui ouvre sur une dizaine de statuts différents n'était pas utilisé et qu'une majorité d'infirmières entraient dans leur carrière à l'hôpital. Voilà, des questions qui revenaient régulièrement, mais le temps d'une session n'est pas suffisant pour creuser plus loin ces questions. Donc, l'idée d'associer les infirmières est née de cette façon. Elles sont venues à une vingtaine à cette journée, on était 6 ou 7, nous, du côté de l'Institut, mais d'emblée, on a été suspectés. De quoi? De vouloir les utiliser, sinon les instrumentaliser. C'est-à-dire de piquer leur information, comme elles avaient l'habitude avec les médecins à l'hôpital. La suspicion a été tellement forte qu'elles ont demandé une suspension de séance, et nous, on s'est demandé si on allait les revoir. Ils sont tout de même revenus, ça a été bien, parce que ça a permis de faire le tri. Il y a des infirmières qui sont parties en disant « ça ne nous intéresse pas, votre proposition ». Et celles qui sont restées ont bien saisi le type de contrat qu'on leur proposait. On a donc mené cette première étude dans un principe d'égalité stricte. Un coordonnateur pour les psychosociologues, une coordinatrice pour les infirmières. Une grille d'entretien la même pour tous, la réalisation des entretiens partagés de manière absolument équitable, et même chose pour le travail d'analyse de contenu, où on était 12, il a fallu composer des trios, 2 psychosociaux, une infirmière, 2 infirmières, un psychosociaux, pour qu'il n'y ait pas de litige. S'il y avait un litige, ça remontait à notre grand groupe de 12. Mais ça nous a permis, de fait, de publier les résultats collectivement, groupe de recherche interprofessionnelle sur la profession d'infirmière. Ça a été notre première appellation au niveau du groupe. Et les étapes de restitution ont permis à de nouvelles infirmières d'arriver dans le groupe intéressées par la démarche. On a donc continué les deux études suivantes dans le domaine de la santé, sur l'innovation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'innovation dans les actions de santé, et puis comment les dirigeants dans notre société, les chefs d'entreprise, les maires, les présidents d'associations se soucient ou non de la santé de leurs salariés, de leurs adhérents et de leurs concitoyens. Ces études nous ont menés rapidement jusqu'au début des années 90, et là nous avons bifurqué au niveau de l'orientation parce qu'on a saisi une opportunité de la ville d'Angers, puisque nous sommes angevins, qui lançait une recherche sur les nuisances sonores dues aux discothèques et bars de nuit. Cette expérience a été pour nous très intéressante. Christelle doit s'en souvenir puisqu'elle y a participé. Nous avons, à cette occasion, travaillé avec des ingénieurs techniciens du bruit, autant dire des gens qui étaient à 100 lieues de notre façon de penser, de raisonner, de travailler, etc. Ils ne comprenaient pas, par exemple, pourquoi on s'arrêtait sur l'interprétation de tel ou tel discours
des voisins, des consommateurs de la boîte de nuit, des gérants, etc. Parce qu'eux, ils nous disaient, il y a le nombre de décibels, la limite est atteinte ou pas. Et il nous a fallu tout un temps qu'on a appelé un temps d'apprivoisement, pour que nous-mêmes, on fasse l'effort de comprendre dans quelle logique ils travaillaient, et pour qu'eux aussi fassent l'effort de comprendre, et parce que les psychosociaux, ils les trouvaient un petit peu quand même marginaux quand ils sont arrivés. Et ce travail a été important parce qu'il nous a permis de faire un seul rapport. Alors que dans l'idée au départ d'un certain, c'est-à-dire les scientifiques, ils font leur part, les psychosociaux, ils font leur part, et terminé. Voilà, donc ça a été un élément important dans notre démarche. Et puis, autre raison pour laquelle on peut dire que c'est un groupe improbable. Ce groupe a migré en 1997 de l'université où nous étions, parce qu'il n'y avait plus personne à l'université pour le soutenir. Et il a migré vers Émanence, que nous avions construit avec Gérard et Thérèse, notre collègue, en 1988. Et je passe la parole à Gérard pour qu'il donne son point de vue de co-gérant psychosociologue. Tu m'as demandé de donner le point de vue, c'est-à-dire que c'est un déménagement de l'université à un cabinet privé, c'est ça qui est original. Après 15 ans, je crois, à l'université, depuis 20 ans à Émanence, donc qu'est-ce que ça fait la psychosociaux dans un cabinet privé? C'est ça, on voit, moi je suis ancien étudiant de Jean Dubost et effectivement, ça m'a marqué et je pense qu'il était très sensible aussi au cabinet angevin, qui n'existait pas, mais il y avait l'approche angevine, et après c'est devenu un cabinet. Mais il y avait des relations parce qu'il y avait un travail. Et donc finalement, quand c'est arrivé à Émanence, je pense que c'était réaliste parce qu'il y avait un cofondateur et un intervenant qui étaient là depuis les origines. C'était cohérent parce qu'il y avait une approche à Émanence. On était psychosociologue, psychosociologie à Angevine, et il y avait des lignes de fond. Il y a un groupe, parce que moi je présente, il y en a 40 derrière, enfin 40 dans l'histoire. Oui, 40. Mais on a un groupe. Mais ce qui est important, c'est que les lignes de fond à Émanence, c'était d'articuler recherche-action, action-recherche, comprendre en profondeur, c'est des mots qu'on a entendus ce soir, enfin, faire groupe, et à la question de, je trouve, des méthodes traditionnelles, on voulait aussi un petit peu, on voulait rompre avec ça, développer l'autonomie, enfin, des conduites semi-directives, que des termes qu'on a empruntés à la psychosociologie, mais qui étaient le fondement, le fond de commerce, ça veut dire d'Émanence, cabinet de formation, conseil d'études de recherche en relations humaines. Ce que je voudrais dire, c'est que le fait que ce soit passé à Émanence, c'est original quand même. C'est un cabinet et faire de la recherche à Émanence, c'est pas rien. En tant que co-gérant, c'est pas évident parce que c'est 10-12 jours par an et on est plusieurs, donc ça fait, en termes de, j'ai envie de dire, carnet de commandes. On travaille sur des appels d'offres, on travaille sur beaucoup de chantiers et aller en recherche, c'est pas ça. Des fois, pour moi, c'était une corvée, disant, je vais passer 2 jours alors que j'ai des appels d'offres Mais je dis ça parce que finalement, c'est le paradoxe d'avoir le sentiment de rien faire opérationnellement et de faire beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le fait d'être présent dans ces journées, j'en ressortais toujours satisfait et je pense que c'est aussi penser que la pratique, alors on l'a dit avec Jean Dubost, l'intervention produit des connaissances. Et on a toujours pensé qu'on pouvait produire des connaissances à travers notre approche et qu'un cabinet privé, il n'avait pas à avoir honte par rapport à certains universitaires qui voyaient ça de haut. Ça, moi, j'ai toujours ressenti ça. Et même si je fais partie du CIRFIP, c'est une question. Il doit avoir, ça demande qui parle, qui est en relation avec qui. Et je pense qu'on est à contre-courant et je pense qu'on a envie de dire que c'est sur la pratique, à partir de la pratique, qu'on peut construire aussi beaucoup. Et puis, j'ai envie de dire une dernière chose, mais enfin, c'est vital, finalement. La recherche, c'est un moment de ressources. Alors, on a besoin de retrouver les sources. Jean Dubost est important, comme tous les psychosociaux qui ont été cités. Mais on a à construire quelque chose de nouveau. Et donc, ces moments-là où on peut penser librement. Et puis, oui, c'est ça, Jacques l'a dit, mais il fallait ouvrir aux libertés de l'improbable. Ça, c'est sûr qu'on ne sait pas où on va. Et ça, c'est du luxe.
par rapport à des contraintes qu'on a dans le boulot, des cahiers des charges, des clous d'une commande qui est mal formulée, qu'on ne demande pas d'analyser, on demande d'y répondre. Alors, je trouve que là, on a l'autonomie de la pensée dans un groupe de recherche. Très bien. Merci Gérard. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage? Vous le verrez par vous-même en le lisant, bien entendu. Hein? Mais il y a le récit des 7 études qu'on a menées en 40 ans. 7 études en 40 ans. On a quelques échos qui nous sont revenus, des gens qui disent, c'est pas beaucoup, hein. Mais le temps pour nous, c'est du luxe. D'une part parce qu'on est retraité maintenant, mais aussi parce que ça permet de creuser les questions. Alors, il y a bien sûr ce récit et cette étude qu'on a menée. Mais ça débouche sur quelque chose dont moi je suis très content. C'est un chapitre qu'on a appelé « Les regards croisés » et j'ai sollicité tous mes collègues en disant « Pourquoi vous restez dans ce groupe alors que vous n'êtes pas obligé d'y être ? Pourquoi vous y restez alors que certains y sont depuis 35 ans, 32 ans, 27 ans, 15 ans, etc. » Dernier étudiant, évidemment, c'est 1 an. Et au début, tout le monde n'était pas chaud pour commencer à écrire. Et puis, petit à petit, c'est un véritable processus qui s'est mis en place et chacun a exprimé sa façon de dire et de vivre ce groupe de recherche. Et puis, en parallèle de ces regards croisés qui sont internes, eh bien, on a eu aussi la chance d'avoir des regards extérieurs. Le regard d'Eugène Henriquez, dont je parlais, qui a fait une très belle préface, d'André Lévy, qui a fait un texte sur les nécessaires décentrements des praticiens lorsqu'ils veulent écrire. Et puis de Jean-Pierre Boutinet, notre collègue angevin. Et évidemment, on a dans les derniers chapitres essayé de tirer les enseignements de ces 40 années de ces 40 années de recherche et de recherche-action. Et puis, on a dressé le portrait de François Maignan, et en particulier, dans ce portrait, je voulais souligner l'apport important de Clarisse Lecomte et de Laurence Auchard, qui ont été dans un premier temps ses étudiants, puis ses collègues, et qui permettent de lui rendre hommage. Et juste, et je termine là-dessus, on a mis des annexes pour que ceux qui sont intéressés puissent voir comment la recherche se fait en cours de route, c'est-à-dire des documents intermédiaires avant le résultat final. Le temps mort est fini. Donc je prends la suite, j'essaie d'être assez bref pour présenter ce troisième ouvrage, mais quand même une réaction de lecteur, parce que je trouve qu'il y a assez peu d'ouvrages qui rendent compte de ce que être inclus dans une recherche, ça produit sur soi-même. C'est-à-dire que là, on saisit à travers cet ouvrage comment les personnes qui ont été impliquées, quelles évolutions professionnelles, bien sûr, mais aussi personnelles, sont engagées pour eux. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous présente, alors, brièvement, parce qu'il faut garder du temps, je crois, pour les questions. J'ai combien de minutes? On a déjà dépassé 10 minutes. Alors, je présente quand même. Oui. Donc, un ouvrage qui s'appelle Essai sur l'étude et la résolution de problèmes. Ça peut paraître curieux dans une collection de psychosociologie, mais c'est un ouvrage qui est issu de ma propre réflexion de psychosociologue consultant. Pour être consultant, c'est d'une certaine façon entendre les demandes de clients, et les clients ils viennent vous poser des problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont dans des situations où ils ne savent pas très bien comment se tirer de ces situations-là. Ça peut être des conflits, ça peut être des transformations, enfin, il y a plein de questions qui se posent. Bon. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas profit d'une façon ou d'une autre pour mes activités de consultant à m'intéresser pour moi-même et pour mes clients à ce qu'on appelle les méthodes d'étude et de résolution de problèmes. Donc c'est ça le point de départ de ma réflexion. Et j'ai commencé à partir de là une enquête pour voir d'où c'était né, quand c'était né, ces affaires-là. Et puis, je ne vais pas présenter le détail, mais alors, il faut quand même que je dise que la notion de problème, vous l'avez deviné, n'a pas une connotation péjorative pour moi. Alors, bien sûr, des problèmes, c'est des enquiquinements, des embarras, des ennuis, des tracas et tout ce que vous voulez, mais c'est la vie. C'est-à-dire, les problèmes témoignent qu'on est vivant et qu'on essaie de faire aboutir des choses, qu'on a des projets,
Simplement, on ne sait pas comment s'y prendre dans les situations dans lesquelles on se trouve. Et c'est pour ça qu'on fait appel souvent à des extérieurs, à des consultants. Donc, j'utilise le terme problème, j'essaie plutôt dans les connotations positives qu'elle a dans le monde scientifique. On parle de problématique, de problématiser. Parenthèse terminée sur les connotations. Qu'est-ce que c'est que les méthodes d'étude de problèmes? C'est un ensemble de techniques mentales, de méthodes, de techniques qui ont été mises au point dans la première moitié du XXe siècle, dans un moment charnière, qui est le moment où on s'est rendu compte d'une certaine façon, je vais vite, et que les sciences ne pouvaient pas prescrire l'action. C'est-à-dire qu'il y a de l'indétermination inhérente à l'action. Avant, par exemple, prenez Taylor dans le champ des organisations, Taylor analyse les organisations et prescrit les gestes et postures. Eh bien, il n'y a pas de place pour les problèmes. Tout ce qui est chez Taylor, tout ce qui n'est pas prescrit est proscrit, de cette façon. Donc, les problèmes naissent à partir du moment où on a dépassé le taylorisme, alors avec la psychosociologie Elton Mayo, mais aussi de façon beaucoup plus importante avec la qualité, le mouvement pour la qualité, qui a été le premier moment où on est passé d'approches mécanistes, en quelque sorte, à des approches probabilistes. Alors, je ne vais pas développer ça, mais le mouvement de la qualité a inauguré les premières méthodes d'étude de problèmes. Et puis, il y a eu beaucoup de choses. Ensuite, aux États-Unis, pendant la guerre, le Training Within Industry, on a fait les premiers programmes de formation des cadres à ce qu'on appelle aujourd'hui les dimensions transverses de leur métier. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait un cadre? C'est qu'il résout les problèmes. Fait que ça. Et donc, on a formé les cadres pendant la guerre, pendant l'effort de guerre américain, à l'étude de problèmes. C'est les premières grandes formations qui se sont déployées ensuite en Europe, au Japon, avec, c'était la matrice de beaucoup de choses, et notamment MEDEF. Donc, je vais aller trop vite et je vais très vite, je vais trop vite. En fait, toutes ces donc, il y a l'entraînement mental en France avec l'agriculture, c'est vraiment important. Il y a toutes les techniques de créativité, les méthodes de créativité, tous ces moments qui sont en temps de jalon, où il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont enrichi l'étude de problèmes, toutes sont traversées par une tension. C'est ce que j'ai essayé d'abord de montrer. C'est-à-dire qu'il n'y a de problème que parce qu'on est impliqué dans une situation. On est impliqué dans une situation, donc c'est par rapport aux personnes qui sont impliquées dans la situation qu'il y a problème. Les problèmes, ils n'existent pas en soi. Ils existent pour soi. Ils existent par rapport à la situation qu'on connaît. Mais les méthodes d'étude de problèmes s'inspirent des démarches de la science. C'est l'idée que les démarches de la science peuvent être utiles pour mener une action. Pas les résultats de la science, mais les démarches de la science, notamment la démarche expérimentale. Eh bien, il y a une tension qu'on voit à travers toutes ces étapes, bon, pour la qualité, la créativité, l'entraînement mental, le TWI et d'autres, entre la façon de transposer des démarches objectivistes, c'est-à-dire qui cherchent leur objectivité en mettant de côté la subjectivité. Comment vous pouvez mettre de côté la subjectivité alors que le problème, il naît justement d'une perspective subjective? Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a là une tension, une contradiction que j'ai essayé d'analyser historiquement parce qu'il me semble que cette tension-là, elle commence à se résoudre avec quelqu'un qui s'appelle Guy Palma, dont on a parlé tout à l'heure, qui est certainement, de mon point de vue, le premier qui a réussi à soutenir toutes les implications méthodologiques du fait qu'on est impliqué dans les situations de problème. Et qu'on ne peut donc, il faut essayer de penser une rationalité de l'action, une action rationnelle, je crois qu'on a besoin aujourd'hui, mais une action rationnelle qui ne tourne pas le dos à la subjectivité. Alors, je ne peux pas, parce que je n'ai pas le temps d'en parler en plus, mais c'est vraiment tout l'enjeu méthodologique de Guy Palmade que j'ai essayé donc de reprendre, de présenter, parce que ce qu'il a fait sur l'étude de problèmes était distribué dans différents ouvrages, pas une formation. Puis, il est quand même assez compliqué à lire. J'ai essayé d'en faire une présentation. Juste un dernier mot pour dire que j'ai essayé aussi d'articuler un volet technique, puisqu'il y a aujourd'hui tout un ensemble de ce qu'on appelle les moyens habiles de la recherche-action participative, qui correspondent, dans ce que j'ai découvert ça, c'était la cœur d'Alibaba, c'est des techniques, une cinquantaine de techniques qui correspondent sur le plan technique exactement aux travaux de Palma. C'est-à-dire on travaille à la fois le problème de façon rigoureuse et le collectif qui a le problème. On travaille sur cette relation. Voilà, je vais pas, même si j'en ai envie. Je vais me limiter.
Voilà. En tout cas, on peut dire que c'est un ouvrage passionnant au point de vue épistémologique. Peut-être on peut écouter vos questions, réactions dans la salle, mais peut-être aussi Thomas peut nous renvoyer les questions, réactions, commentaires qui sont apparus parmi les participants du webinaire que nous ne voyons pas, mais dont nous aurons un écho de cette façon. Je ne sais pas par où ça commence. Oui, Thomas. Bonsoir. Pour l'instant, pas de questions des personnes connectées, mais voilà, je les invite à nous en faire part dans le fil de discussion, dans la partie questions et réponses qui est disponible en bas de leur écran. Si, discussion, il y a ça. Alors peut-être parmi vous, dans la salle, les réactions. Oui, une réaction immédiate comme ça, mais elle a déjà été exprimée, c'est l'idée de faire groupe, quoi. Et du fait que j'ai comme l'impression qu'il y a une langue commune et qu'on partage des valeurs, qu'on partage une certaine forme de langage et que c'est intéressant. C'est plus que la forme, c'est aussi dans l'épaisseur de ce qui se dit, qu'on sent du relationnel, qu'on sent de quelque chose qui traverse. Peut-être on peut dire sur les 3 ouvrages qu'on a publiés cette année, publiés dans cet ordre-là. Le premier, c'est clair, on était 5 à le penser, le coordonner, etc. Mais les 2 autres, il y a un auteur, on va dire seulement, autant ça a été un travail extrêmement collaboratif. Et voilà, à nous soumettre des écrits, à ce qu'on les retravaille, à ce qu'on les renvoie, les critiques, quelquefois charmants sur certains plans, sur certains titres. Et nous continuons, puisqu'il y a d'autres ouvrages en perspective, et là, en l'occurrence, avec des auteurs avec qui nous passons 1 heure, 2 heures en Zoom sur l'écrit qu'ils nous ont envoyé, on renvoie, enfin, il y a un travail très, très important qu'on fait ensemble, et c'est aussi l'esprit de la collection qu'on voudrait, ce qu'évoquaient aussi Jean et Bernard, qu'on voudrait vraiment maintenir, poursuivre. Voilà, peut-être qu'un jour, on sera envahi de tellement de demandes qu'on n'y arrivera peut-être plus autant, mais pas être seulement juste des éditeurs d'un bouquin qu'on nous envoie et qu'on renvoie à la boîte aux lettres. Voilà. Ça a même été, nous, jusqu'à la mise en page. Alors, Bernard est un des grands fabricants, on va dire, de la mise en page, mais aussi la conception des couvertures, la construction d'un logo. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail sur ces 3 ouvrages. Donc, j'avais une question. Oui. Est-ce que vous sollicitez, c'est vous qui sollicitez des personnes pour écrire dans cette collection, ou bien est-ce que vous recevez des textes de personnes qui souhaitent contribuer à ces ouvrages qui vous... Comment vous fonctionnez? Je crois que ce que nous souhaitons, c'est vraiment solliciter. Pour l'instant, c'est vrai qu'on reçoit peu, parce que nous démarrons, mais c'est vrai que nous sollicitons, nous sommes demandeurs d'auteurs qui viendraient nous proposer des textes à publier. Hein? Et nous souhaitons vraiment créer ce champ de demande de publication. Voilà. Autour de nous. C'est là. Oui, pour le moment, les 3 ouvrages sont comme les auteurs sont présents aussi, à la fois auteurs et membres du comité éditorial et créateurs de cette collection. L'idée n'est pas de nous auto-publier. Hein. Voilà, le 4e ouvrage pour lequel on a été sollicité, il est d'auteurs qui ne font pas partie de ce comité.
L'idée, c'est ce qu'évoque Jean quand tu évoques quelque chose d'ouvert, c'est-à-dire que nous puissions, oui, solliciter les gens, des personnes qu'on rencontre, envoyer oui, des demandes même sur des thèmes qui nous sembleraient tout à fait importants à coordonner dans un ouvrage de praticiens. Et puis, il est aussi d'accueillir directement des demandes. Donc, certaines qui pourront nous être adressées directement par l'Harmattan, éventuellement. Mais voilà, le choix, il est vraiment dans ces allers-retours importants, avec une question dans ce projet que les praticiens soient vraiment sollicités, puissent écrire, hein, ce qui n'est pas le plus facile à avoir, et de se demander comment on peut les accompagner, hein, les solliciter, mais peut-être même les accompagner dans l'écriture de ça. C'est ça que je trouve intéressant, vraiment, parce que ça donne aussi un esprit de collection particulier. C'est que quand même, les métiers et les cultures sont souvent orales. Et passer de l'oral à l'écrit, c'est tout un cheminement, c'est un travail. Mais cependant, quand c'est écrit, ça n'est pas la même chose que quand c'est transmis oralement. Et je trouve que le fait, à un moment donné, de voir son livre, tout d'un coup, c'est un objet qui nous appartient plus. Ça n'a pas du tout la même fonction que raconter. Et je crois que cette question-là, pour les psychosociologues, c'est important. C'est important parce que ça nous dégage aussi peut-être d'autres normes d'écriture et ça vient faire exister une autre façon d'écrire et une autre façon, j'allais dire, de penser. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une super idée parce que j'ai envie de dire, alors bien sûr, il y a un effet pour moi de sensible aussi sur la transmission, mais il n'y a pas que ça. Je trouve aussi que si des jeunes psychosociologues peuvent se saisir assez tôt dans leur carrière de psychosociologue, leur histoire de créativité, de faire ce passage-là entre l'oral et l'écrit et l'objet livre. Ce n'est pas la même chose de faire un rapport. De faire de la littérature, c'est important, enfin moi je pense, mais de faire un livre, de voir son livre, ou le livre, je veux dire, c'est un objet transitionnel. Et moi, je vous remercie de permettre ça parce que je pense que c'est vraiment très important aussi aujourd'hui, dans un champ saturé au niveau des informations, où on a tendance, même moi aussi, je trouve, à pas assez lire de livres, c'est-à-dire d'être de plus en plus pris par la lecture d'articles ou la lecture de ce qu'écrivent d'autres sur des réseaux sociaux. Et je crois que faire ce travail de livre-là, c'est super. Voilà. Il me semble que Thomas a des choses à nous dire. Oui, en effet, Chantal, nous avons deux questions. Alors, première question, pourrait-il y avoir une mise en perspective entre psychologie sociale et concept de co-construction? Comment articuler l'observation des acteurs et leur co-élaboration? Combien de temps pour traiter? C'est la première et la deuxième. La deuxième, comment faites-vous la promotion de vos ouvrages auprès des professionnels, cabinets, centres de formation, universités? Ah, ça, c'est plus facile. Commence par la deuxième. La deuxième. Question sur la première. Je n'ai pas bien. Oui. Bon, on passe à la deuxième, mais on viendra. C'est un peu rapide comme réaction de ma part. Mais ben voilà, ce soir, et nous vous remercions particulièrement Pascal, qui, quand j'ai évoqué notre recherche de faire connaître la collection et les ouvrages et de disposer d'une salle, a tout de suite, dans l'heure qui suit, fait cette proposition avec un webinaire. C'est un premier acte. Voilà, toutes les fois qu'on peut être amené, vous êtes amené à diffuser, multiplier la chose. L'Harmattan nous fournit des outils pour la promotion, mais il n'est pas un grand promoteur de ses ouvrages, hormis son site. On avait marque-page.
Et puis, vient d'envoyer aussi des ouvrages, en particulier l'ouvrage À la rencontre de Jean Dubos, dans des revues pour qu'il y ait une recension de l'ouvrage. Voilà, c'est à peu près nos moyens à dire. Jean? Alors, essayez de répondre à la question de Daniel tout à l'heure par rapport aux appels d'offres pour les articles ou des sujets de publication. C'est vrai que nous, en tant que collection, nous sommes très différents d'une revue, par exemple, qui est rythmée par des livraisons et des périodes de livraison. Mais ça peut donner effectivement une idée, ça peut être une idée à laquelle on pourrait réfléchir, c'est peut-être d'anticiper certains thèmes ou anticiper des ouvrages, même sous forme collective, et ensuite éventuellement de solliciter des personnes, même si ce n'est pas à des rythmes de revue, par exemple, parce que nous, on n'est pas tenus temporellement à publier une livraison à telle date. Mais l'idée est intéressante, oui, c'est qu'on pourrait travailler cette question. On a commencé d'ailleurs d'en parler. Oui. On a commencé d'en parler d'ailleurs autour de certains thèmes, comme le projet, la question du projet dans l'action sociale, ou sur la petite enfance, par exemple, des regards croisés entre la psychosociologie, l'ergonomie, enfin voilà, des regards croisés autour de ces questions-là. Mais on n'a pas encore lancé des appels à l'écriture. C'est quelque chose qu'on a commencé. C'est vrai que c'est notre première, quand même, il faut insister là-dessus, c'est la première fois qu'on ne s'était pas vu avant, il y a 2 heures. Voilà, on s'est rencontrés pour la première fois au bar il y a 2 heures. Voilà. Donc ça change tout, mais en même temps, je dirais, on a l'impression, enfin, je parle pour moi, qui suis en plus un peu loin puisque je suis à Ardèche, on a l'impression, à travers ce travail qu'on a fait extrêmement régulier, et puis cette lecture aussi quand même, se lire, se renvoyer des propositions, des critiques en disant je ne comprends pas bien ce que tu veux dire entre ce chapitre, l'articulation de ce chapitre et ce chapitre, ça fait prendre des risques aussi, hein, de se dire des choses comme ça. Donc on a l'impression de beaucoup se connaître d'une certaine manière et d'avoir installé une confiance très forte, ce qui fait que il faut aussi le temps maintenant qu'on passe à une phase un peu plus de production industrielle en lançant des appels comme ça à publication et à écriture. Mais pour le moment, on est resté dans quelque chose qui était aussi faire ce travail de rencontre et de construction entre nous. Si vous avez des idées pour la promotion, n'hésitez pas. Et moi, pour la promotion, je vous remercie. C'est vrai parce que j'ai suivi de loin, mais je remercie parce que c'est un travail... J'ai vu de loin, c'était du boulot, hein, qu'il y avait des rencontres, puis le sérieux, je sentais le sérieux du travail. Et en tant que, effectivement, praticien, on a besoin de puiser à des sources, à des ressources. Et puis, ce que j'aime dans ce que j'ai lu, c'est ce souci sérieux de décrire et d'expliquer des démarches. Alors moi, je ne veux pas rentrer sur la question de la co-construction. J'avoue qu'à titre personnel, ça m'agace parfois d'entendre ce mot-là dans des appels d'offres parce que j'ai l'impression que c'est pondu par quelqu'un qui ne sait pas forcément ce que c'est, mais il faut le dire. Alors, moi, j'aime bien, dans ce qui est écrit là, par rapport à la psychosociaux, justement, de redonner du sens à ce que c'est qu'une démarche collective, à donner du sens à ce qu'un groupe. Hein. Et donc, voilà, je pense qu'on peut faire de la co-construction très intéressante avec ce mot-là. Merci Gérard, parce que tu fais un lien avec la question qu'on a peu zappée et ça m'embêtait quand même. Oui, je ne voulais pas qu'on oublie quand même les auditeurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Thomas, parce qu'on vous voit apparaître? Oui, on a une autre question concernant la ligne éditoriale de la collection. Les ouvrages que vous souhaitez publier doivent-ils renvoyer obligatoirement à des interventions? Non. Nous avons évoqué aussi dans la ligne de l'ouvrage sur Jean Dubosc de faire aussi des ouvrages centrés sur des auteurs importants de la psychosociologie. On a évoqué Arduino, par exemple, c'est une possibilité, mais il y a d'autres
d'autres possibilités aussi de centrer les ouvrages sur la mémoire d'un auteur, d'un fondateur de la psychosociologie. Il y a des ouvertures qui peuvent se faire sur des thèmes qui peuvent être traités par des collectifs, mais des thèmes généraux. L'intérêt de la collection, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas tenus à rendre un travail à une date précise. Donc, ça permet de travailler en profondeur, un ouvrage en perspective, et de pouvoir le travailler dans le temps. Et je pense qu'il peut y avoir des thèmes qui permettent des regroupements, peut-être des co-constructions, mais c'est pas la même chose d'intervenir dans le milieu de la petite enfance, dans l'action sociale et dans l'agriculture et dans les entreprises du bâtiment. Et il y a probablement beaucoup de collègues qui sont en intervention, qui sont engagés de différentes manières sur ces champs-là différents. Et je crois que ça pourrait être utile d'avoir des articles, des points de vue qui permettent de dire, tiens, quand on est sur tel ou tel secteur d'activité, on a des points de repère qui permettent d'y aller, quoi. Je dirais que la psychosociologie ne se réduit pas à l'intervention psychosociologique et que la question d'une démarche de psychosociologue existe dans des actes voilà, on conduit un groupe d'analyse de pratique, on accompagne une équipe, mais je dirais aussi en petit clin d'œil à mon ami Pablo que être responsable de formation, coordonner dans un service l'ensemble des demandes qu'on reçoit d'établissements, de directeurs, etc., les dispatcher ensuite à des intervenants, psychosociologues souvent, mais pas seulement. Là, il y a un travail de réflexion sur cette démarche psychosociologique qui fonctionne de façon tout à fait passionnante et sur des postes qui ne sont pas intitulés psychosociologues, mais qui sont profondément dans une démarche psychosociologique et sur laquelle je trouve on n'écrit pas suffisamment. Je le dis, je l'ai déjà dit à Pablo, mais aussi parce que j'ai exercé cette même fonction quand j'étais à Landésie et qu'il y a des façons très psychosociologiques d'aborder ça ou pas. Enfin, ça, voilà. Donc, ce n'est pas du tout réduit à la question de l'intervention. Tout ça, c'est de l'intervention. L'intervention psychosociologique. Pardon? Psychosociologie va au-delà de l'intervention psychosociologique. Voilà. Mais enfin, c'est compliqué. On peut aussi dire que tout ça, c'est déjà de l'intervention. Quand tu reçois la demande, que tu la traites, que tu la renvoies, on a déjà un travail d'intervention qui est réalisé. Je me demandais aussi si vous aviez réfléchi à la complémentarité en fait, de travail que vous menez dans cette collection avec la nouvelle revue de psychosociologie qui est éditée par le CIRFI, qui est une revue universitaire. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà réfléchi? Je crois que c'est important de le faire. Ils ont dû y réfléchir. Oui. Pas seulement la nouvelle revue, seulement la nouvelle revue de psychosociologie, mais il y a d'autres revues qui peuvent être intéressées à faire connaître aussi par des recensions ces ouvrages, collection par exemple, pour la revue Savoir. Et donc nous sommes en lien avec les rédacteurs en chef. Je ne sais pas si c'était le sens de la question de Daniel, mais bien sûr, on s'est posé la question en quoi, non pas si on est complémentaire, mais en quoi on est différent. C'est ça la question. Voilà. Et oui, dans le projet, tu dis c'est une revue scientifique, rien que ça montre bien les différences par rapport à notre collection qui ne se veut pas se définir comme scientifique,
Universitaire. rigoureuse. Universitaire, pas scientifique. Oui, elle a dit universitaire. Oui. Elle a présenté, elle a dit scientifique. Ah oui. Universitaire. C'est pas tout à fait bon. Universitaire, oui. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que la psychosocio C'est pas le même projet. n'est pas tellement représentée dans la société actuelle. Je ne sais pas combien on est. Enfin, moi, j'en ai une petite idée, ayant été longtemps trésorier du CIRFIP. Donc, je pense que pouvoir traduire notre pensée par des écrits différents, c'est important. En tout cas, par rapport à cet ouvrage, il n'aurait pas trouvé sa place dans la nouvelle revue de psychosociaux. Ou de manière très différente. Et puis, il n'aurait pas, le groupe, je pense, ne serait pas mobilisé comme là, il a pu le faire sur la production de l'ouvrage en tant que tel, des témoignages, etc. Et moi, je n'y vois aucune contradiction. Dans le dernier numéro, j'ai un article qui paraît sur le bénévolat, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le bénévolat, que j'ai fait par moi-même ou autrement, quoi, tu vois. Ce que je trouve intéressant vraiment, c'est aussi ce que tu disais, c'est-à-dire les facettes de métier. C'est-à-dire que selon le milieu où on travaille, la psychosocio, elle ne s'incarne pas de la même façon, on ne se construit pas soi-même comme psychosociologue de la même façon. Et ce que j'aime bien dans votre idée de collection, et ça ne peut pas être dans la revue de psychosocio, en tout cas s'il n'y est pas de cette façon-là, c'est le fait qu'on a la question du geste. Et là, je retrouve du Dubost. C'est-à-dire, en fait, le geste de métier. Eh ben, moi, je trouve que ça fait des années que je pense que j'aimerais que ça apparaisse plus dans aussi au CIRFIP. C'est que quand même, quand on voit le nombre de champs sur lesquels on est et la diversité du métier qu'on a réussi à faire avec cette référence à la psychosocio et à notre génération, c'est-à-dire que je pense aussi que ce que les fondateurs ont apporté, ce n'était pas exactement la même chose. Mais la façon dont s'est approprié la psychosocio et la diversité des champs où c'est venu, ça a créé des gestes différents, des métiers, et cependant en référence à la psychosocio. Et si moi j'entends ça dans votre collection, ben c'est cette possibilité d'habiter ça. Voilà. Et je trouve que ça c'est formidable. Merci Joël. J'aime bien la question du geste. Je pense que c'est à la fois l'intérêt et les limites de l'institutionnalisation d'un champ théorique. Dans une revue universitaire, je dirais, on est passé du côté de l'institutionnalisation qui a ses intérêts, ses avantages, mais du coup qui est forcément un peu corseté par des normes, des exigences, etc. Et du coup, l'idée, on n'a jamais pensé en termes de concurrence, voilà. On s'est toujours dit, nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est la question du métier qui se fait, qui peut se parler en train de se faire. Et du coup, moi, j'ai envie de dire, je pense que si ça prend, ça ne peut créer que de l'émulation et peut-être aussi davantage d'articles à terme pour la revue. Parce que après, les passages de l'un à l'autre des formes d'écriture et des formes d'exigence, il ne peut que progresser s'il y a plusieurs espaces dans lesquels on peut publier. Quand je disais tout à l'heure, très rapidement, parce que j'ai bien vu que le temps était un peu déjà compressé, que dans les plus de 1200 collections exactement à l'Harmattan, il n'y a aucune collection qui est consacrée à la psychosociologie, c'est parlant quand même. J'ai recherché un peu rapidement dans les autres maisons d'édition, il n'y a pas non plus, à ma connaissance, de maison d'édition qui propose une collection sur la psychosociologie. Donc, peut-être que il y en a à Lyon, il y en a à Lyon. C'est psychologie sociale. Oui, c'est pas pareil quand même. Tu essayes de rattraper la chose, mais c'est c'est sympa. Oui, mais enfin, c'est si parlant. Peut-être qu'il n'y a pas de contact entre les deux disciplines non plus. Il ne peut pas être de contact. Nous serions assez intéressés pour que aussi les psychologues sociaux puissent s'intéresser à cette collection. Pourquoi pas? Je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Bon, j'ai envie de dire, lisez-nous, achetez nos livres
Et écrivez-nous, envoyez-nous des projets. Ça donne vraiment envie. Je vous remercie, on lit, mais ce que vous publiez, ce que vous racontez, ça donne envie. Et je trouve que dans cette période où c'est tellement difficile de penser et avoir envie, c'est fondamental. Merci. Merci, Pablo. Oui, un grand merci à vous. Je crois à vous aussi d'être venus parmi nous. Merci aux personnes qui se sont connectées à distance. J'espère que d'autres regarderont ce webinaire, découvriront, s'intéresseront, iront creuser un peu plus du côté de ces travaux. Je crois que nous, c'est un petit peu une question centrale qui a traversé notre parcours avec Pablo Trajanovski sur les 10 années où on a travaillé ensemble. Quand Pablo est arrivé dans l'équipe avec son parcours psychosociaux, c'était parce que moi, j'étais mise à mal quand même sur l'analyse de pratique au sein des institutions en crise et qu'il fallait ouvrir avec une approche différente, une lecture différente, une analyse des demandes différentes et des propositions vraiment avec d'autres orientations. Donc, moi, je pense que ça m'a vraiment parlé, ça nous a mis du baume au cœur. Et puis, en plus, on était, pour moi, au départ, dans une présentation de 3 bouquins par 5 personnes. Et puis, je trouve qu'il y a eu ce moment de rencontre, de commun ensemble, chargé d'émotions à un moment où on y était bien, quoi. Donc, j'espère que ça donnera envie aussi à d'autres de nous solliciter pour monter d'autres webinaires. N'hésitez pas, surtout si certains d'entre vous veulent présenter des travaux, on ne peut pas le faire de manière exponentielle, mais il y a du possible. En tout cas, ça nous intéresse. Je crois qu'on est quelques-uns à vouloir rester encore dans ce mouvement, dans la diffusion, dans la transmission. Et merci à vous tous, en tout cas, pour cette soirée. Merci. Merci beaucoup.